Cœur de l'histoire. À la veille du 21 janvier, Franck Ferrand a choisi d'évoquer sur Europe 1 un événement majeur de l'histoire de France. Ce sera demain le 219e anniversaire de la mort de Louis XVI. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Très peu de peuples sont allés jusqu'à condamner à mort leur propre souverain. Il y avait eu les Anglais qui ont décapité Charles Ier en 1649. Il y aura plus tard les Russes qui, dans des circonstances plus troubles, assassineront Nicolas II en 1918. Dans le cas de Louis XVI, la condamnation et l'exécution ont eu lieu à l'issue d'un procès dans les formes, ouvert devant la Convention le 11 décembre 1792, c'est-à-dire très peu de temps après la chute de la monarchie en septembre de la même année. Et le 21 janvier 1793, l'exécution du roi a eu lieu sur la place de la Concorde. Oui, c'était l'ancienne place Louis XV qu'on avait rebaptisée depuis peu place de la Révolution. Je vous propose de revivre ce moment célèbre entre tous, les tambours du général Santerre, les égards du bourreau Samson. Nous allons revenir sur une page d'histoire que les Français n'ont jamais pu tourner tout à fait. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a 2 ans, le testament politique de Louis XVI, signé par le roi à la veille de Varennes, a été retrouvé aux États-Unis et acquis par Gérard Lhéritier pour le musée des lettres et des manuscrits. Dans ce document majeur, Louis XVI explique à ses sujets les raisons de son départ discret, secret de Paris. Français, conclut-il, et vous surtout Parisiens, méfiez-vous des suggestions et des mensonges de vos faux amis. Revenez à votre roi, il sera toujours votre père, votre meilleur ami. Quel plaisir n'aura-t-il pas d'oublier toutes ces injures personnelles et de se revoir au milieu de vous lorsqu'une constitution qu'il aura acceptée librement fera que notre sainte religion sera respectée, que le gouvernement sera établi sur un pied stable et utile par son action, que les biens et l'état de chacun ne seront plus troublés, que les lois ne seront plus enfreintes impunément et qu'enfin la liberté sera posée sur des bases fermes et inébranlables. On connaît évidemment la suite. L'expédition, la fuite du roi vers Montmédy s'arrête, vous le savez, à Varennes, et c'est déjà la fin de toute une époque. Le 10 août 1792, donc 3 mois après, les sans-culottes parisiens viendront prendre d'assaut les Tuileries où résidait la famille royale. Au petit matin de ce 10 août, les sections parisiennes, soutenues par des fédérés bretons et marseillais, sont entrées dans la cour du palais. Les gardes suisses ont ouvert le feu pour disperser la foule, d'autres insurgés sont arrivés, bientôt les Suisses seront massacrés, mais à ce moment-là, le roi n'est déjà plus aux Tuileries, il a ordonné le cessez-le-feu, et avec sa famille, il a traversé les jardins pour aller se réfugier, vous savez, au sein de l'Assemblée, qui à cette époque siège dans la salle du manège. Louis XVI se met alors sous la protection des députés, ce dont le président de l'Assemblée, Vergniaud, l'assure. Seulement, on peut dire qu'au terme de la loi, l'Assemblée ne pouvait siéger en présence du roi. Alors on emmène le roi et sa famille dans la petite loge du logographe, vous savez, qui prenait en sténo, si je puis dire, le compte-rendu des débats. On note les grilles de la loge en question. Dehors, c'est l'émeute. Dehors, les insurgés manifestent, ils veulent entrer. On peut dire que les députés, en tout cas ceux qui sont là ce jour-là, n'emmènent pas large. La tension est à son comble. Dans sa très belle biographie de Louis XVI, notre ami Jean-Christian Petit-Fils fait le point sur cette journée insurrectionnelle du 10 août. Comme il le dit très bien, je cite, « Un pouvoir nouveau, issu de la rue, des sections et des clubs populaires, s'était imposé. Un pouvoir souverain ne dépendant ni du département, ni de l'Assemblée législative, absorbant à lui seul l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il ne se débarrassa pas de la représentation nationale, mais il lui imposa son joug par la peur et par l'intimidation. Et Petit-Fils précise
que on est là en face de la naissance d'une seconde révolution. Après celle de 1789, dit-il, c'est celle non pas de 1793, mais bien d'août 1792 qui finira par la dictature du Comité de salut public. Une dernière précision à ce propos très importante, c'est que cette seconde révolution, qui est toujours plus ou moins présentée comme populaire, voire avec le recul et un peu de téléologie comme prolétarienne, en fait, cette seconde révolution est plutôt bourgeoise. En fait, sur les 288 membres de la commune insurrectionnelle, on ne compte que 2 ouvriers. La plupart sont des avocats, des médecins, des juristes, etc. Des personnes certes déclassées et paupérisées et qui longtemps s'étaient senties humiliées par une société où elles n'avaient pas trouvé leur place. Donc, pour revenir à nos affaires politiques, très vite, l'Assemblée va décréter non pas la déchéance, mais la suspension du roi. Un conseil exécutif provisoire est nommé et on décide de réunir une convention nationale investie d'un pouvoir constituant. Le but, c'est bien de créer la nouvelle constitution. Quant au roi, à la reine, au dauphin, à Madame Royale, qui est la fille du roi et de la reine, à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, et à leur entourage proche, eh bien, il faut bien en faire quelque chose. Alors, on va les loger dans ce qui, à l'époque, fait encore partie du corps législatif, c'est-à-dire dans une loge au couvent des Feuillants. Madame Campan raconte ça. Je crois voir encore, écrira-t-elle plus tard dans ses mémoires, je verrai toujours cette petite cellule des Feuillants collée de papier vert, cette misérable couchette d'où cette souveraine détrônée nous tendit les bras en disant que nos malheurs, dont elle était la cause, aggravaient les siens propres. Pendant ce temps commence un véritable bras de fer entre l'Assemblée et l'hôtel de ville. Où loger le roi? Alors, l'Assemblée propose de le loger au Luxembourg, où vivait jusqu'alors Monsieur, le frère le plus âgé du roi. La commune préférerait le Temple. Alors au Temple, il y a un beau château 18e où a vécu plus tôt le plus jeune frère de Louis XVI, le comte d'Artois. Mais il y a aussi et surtout une vieille tour médiévale. Et en apprenant ça, voilà ce que Marie-Antoinette dit à Madame de Tourzel. Vous verrez qu'ils nous mettront dans la tour, dont ils feront une véritable prison. J'ai toujours eu une telle horreur pour cette tour que j'ai prié 1000 fois Monsieur le comte d'Artois de la faire abattre. Et c'était sûrement un pressentiment de tout ce que nous aurons à y souffrir. La suite va lui donner raison. À 6 heures du soir le 13 août, encadré par plusieurs milliers de soldats à pied et à cheval, la famille royale gagne le Temple en voiture. Il faut 2 heures entre les Feuillants et le Temple, 2 heures sous les lazzi et les colibets de la foule. On arrive dans une maison richement éclairée. Il y a un grand souper qui est servi dans le palais 18e. Là, Louis XVI se sent un peu soulagé. Il commence à distribuer les appartements à son entourage. Et c'est là qu'avec cruauté, les délégués de la municipalité vont lui signifier que la famille sera en fait incarcérée dans la vieille tour, là-bas, au fond du jardin. Un extrait sur Europe 1 du Dardanus de Rameau, Franck. La reine avait vu juste. Maintenant, sa famille est emprisonnée dans cette tour du Temple qui lui faisait tant horreur. Alors, dans un premier temps, on les a installés dans une petite tour accolée à la Grande chez l'archiviste de l'Ordre de Malte. Les détenus sont gardés par 8 gardes municipaux. Alors, certains de ces gardes vont se montrer carrément grossiers. Je pense à l'un d'eux, Jacques Roux, qui est un prêtre constitutionnel qui va jusqu'à chanter des hymnes révolutionnaires pendant la nuit. Il y en a un autre, Mercereau, qui était un ancien porteur de chaises à Versailles, qui allait jusqu'à se vautrer dans le canapé de la reine ou dans le fauteuil du roi avec son tablier de cuir de tailleur de pierre. Quant au guichetier, il jetait, dit-on, des bouffées de fumée de sa pipe à la figure de la sœur de Louis XVI, de Madame Élisabeth. Tous, il faut bien dire, tous ces gardes n'étaient pas aussi malséants. Certains étaient tout à fait corrects, évidemment. Désormais, la famille royale, je devrais dire l'ancienne famille royale maintenant, va vivre donc dans cette tour du Temple dans un climat d'angoisse, mais aussi, et c'est tout
le paradoxe, dans une sorte de simplicité, de ferveur familiale. Le roi fait réciter à son fils des passages de Corneille et de Racine. La reine et sa belle-sœur apprennent la tapisserie à Madame Royale. On dîne, on soupe sobrement, et puis on se promène chaque après-midi tristement dans la cour. Et quand vient le soir, après le souper, eh bien le roi, enfin l'ancien roi, Louis, fait réciter au dauphin la prière suivante. Dieu tout-puissant, qui m'avait créé et racheté, je vous adore. Conservez les jours du roi mon père et ceux de ma famille. Protégez-nous contre nos ennemis. Donnez à Madame de Tourzel les forces dont elle a besoin pour supporter les maux qu'elle endure à cause de nous. Au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui nous fait revivre les derniers jours de Louis XVI, Franck. Alors à l'extérieur, Julia, le nouveau régime est en difficulté. La toute jeune République est aux prises avec beaucoup de complications. Les Austro-Prussiens sont en train de pousser aux frontières. Le 2 septembre, on apprend même que Longwy est tombé et que Verdun est assiégé. Et dans ce climat délétère vont commencer ce qu'on appelle les massacres de septembre. Vous savez qu'on va tuer pas mal de prisonniers, dont beaucoup de royalistes dans les prisons. Au total, plus de 1400 morts. On sait aujourd'hui que ces massacres étaient moins spontanés qu'on l'a longtemps cru et qu'ils ont été attisé par un certain nombre de démagogues de la commune dans l'intention de faire pression sur les Girondins et de peser sur les élections de la nouvelle convention. Le 20 septembre, c'est la victoire de Valmy, sur laquelle je ne reviendrai pas, j'ai eu l'occasion d'en parler longuement. C'est le signal d'un retournement militaire en faveur de la France, en faveur de la jeune République. Et à la convention nouvellement élue, on compte à ce moment-là un certain nombre d'extrémistes, il faut bien le dire. Robespierre, Danton, Collot d'Herbois, Desmoulins, Marat, Billaud, Varenne. On comprend que cette nouvelle assemblée se montre d'entrée de jeu hostile à Louis XVI. Alors, maintenant, les royalistes, les constitutionnels, etc. ont carrément disparu de l'Assemblée. Alors qu'autrefois, c'était les Girondins qui faisaient figure de gauche dans l'hémicycle. Enfin, c'est pas encore un hémicycle d'ailleurs, mais à l'Assemblée. Maintenant, on peut dire qu'ils font figure de droite. Et l'extrême gauche est nettement majoritaire avec les montagnards. La République est proclamée le 21 septembre et le 21 septembre, c'est donc un total changement d'air, si je puis dire, ERE. Au Temple, on transfère les prisonniers dans la Grande Tour. Le premier transféré, c'est Louis XVI, le 29 septembre, et puis ces dames suivent le 26 octobre. Et on peut dire qu'à ce moment-là, le régime carcéral s'est nettement durci. On a ôté à Louis XVI son ancien valet de chambre, qui a été remplacé par le fameux Cléry. Alors, en apparence, la vie morne du Temple reprend, mais elle reprend plus angoissante encore. Chaque jour est plus dur. Or, il se trouve qu'après le sac des Tuileries, on avait saisi des monceaux de documents, bien entendu, dans les appartements royaux, des correspondances, des mémoires, des registres, etc. La matière à instruire un procès. Le 1er octobre, la Convention crée une commission de 24 membres chargée de l'inventaire de tous ces documents, et cela dans un climat de haine et de zèle anti-monarchique. La commission remettra son rapport dès le 6 novembre sur, je cite, « les crimes de Louis Capet ». Le lendemain, le 7 novembre, l'avocat Maille va tout de même transmettre un rapport juridique qui, lui, est quand même mieux étayé. Louis doit être jugé par la Convention. C'est sur ce rapport qu'on va débattre à la Convention. L'orateur le plus remarqué est un jeune homme de 25 ans, beau, enflammé, le fameux Saint-Just, ami de Robespierre. Il est le plus farouche partisan de la mise à mort du tyran, comme on l'appelle. Mais d'autres députés sont plus modérés. On peut dire qu'à ce moment-là encore, rien n'est vraiment décidé. Coup de théâtre, dans l'après-midi du 20 novembre, le ministre de l'Intérieur, le célèbre Roland, annonce à la Convention la découverte aux Tuileries, dans un couloir entre la chambre du roi et celle du dauphin, du ci-devant roi et du ci-devant dauphin, la découverte d'une cache fermée par une porte de fer. Ça y est, l'histoire de la fameuse armoire de fer est née. C'est le serrurier Gamin qui aurait révélé son existence. On crée tout de suite une nouvelle commission de 12 membres qui vont devoir trier les 726 documents qu'on leur transmet. Et il y a là-dedans pas mal de notes accablantes qui tendraient à prouver la duplicité de Louis XVI, notamment dans les affaires ecclésiastiques évidemment, mais aussi diplomatiques. On met en cause à travers un certain nombre de ces documents la personne de Mirabeau, dont la dépouille est tirée du Panthéon, où on l'avait jusqu'alors enseveli. On met également en cause Dumouriez, ça c'est plus délicat pour la jeune République. Voici le témoignage que donne Madame Campan de cette découverte d'une armoire de fer.
Le roi avait une quantité prodigieuse de papier et avait eu malheureusement l'idée de faire construire très discrètement par un serrurier qui travaillait près de lui depuis plus de 10 ans une cachette dans un corridor intérieur de son appartement. La reine l'invita en ma présence à ne rien laisser dans l'armoire et le roi, pour la tranquilliser, lui dit qu'il n'y avait rien laissé. Ce sont, dit la reine, des pièces qui seraient plus funestes pour le roi, qui seraient des plus funestes pour le roi si on allait jusqu'à lui faire un procès. Comment expliquer la présence de tant de documents sensibles dans cette cache opportunément découverte? En plus, aucun document n'est néfaste aux Girondins. Il faut savoir que le 20 novembre, Roland, le ministre de l'Intérieur, est quand même resté plusieurs heures aux Tuileries avant de se présenter devant la Convention. Alors, est-ce qu'il a expurgé le contenu de l'armoire ou est-ce qu'au contraire, il a ajouté des documents glanés ailleurs? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en a eu le temps et qu'il en avait tout à fait le tempérament. Pour le reste, important tout de même, notez bien cela, c'est ça qui va relancer, c'est cette découverte qui va relancer l'idée d'un procès. Sous la pression des orateurs de la montagne, la Convention finit par décréter que Louis XVI sera jugé. L'acte d'accusation est lu le 10 décembre, il est lu à l'Assemblée sous le titre « Les crimes de Louis Capet », ça donne l'ambiance déjà, et le lendemain, 11 décembre, Barbaroux va faire un historique de tous ces supposés crimes depuis 1789 jusqu'en août 1792. Au Temple, on a confisqué à ce moment-là à Louis son rasoir, ses ciseaux, ses compas, jusqu'à son cure-dent. Ça y est, maintenant il est vraiment un prisonnier d'État qu'on va juger. Le 11 décembre, le roi se lève à 7 heures comme d'habitude, il fait une partie de siam avec le dauphin. Cléry rapporte d'ailleurs une anecdote à ce propos, il dit que c'est le roi qui gagne et le dauphin aurait dit « Toutes les fois que je tombe sur ce 16, je ne peux gagner ». Enfin, les délégués de la Convention se présentent à 13h et on lit au roi, enfin l'ancien roi, le décret ordonnant sa traduction, la traduction de Louis Capet devant la Convention. Et voici la réponse du ci-devant roi. Je ne m'appelle point Capet, seuls mes ancêtres ont porté ce nom. J'aurais désiré, monsieur, que les commissaires m'eussent laissé mon fils pendant les 2 heures que j'ai passées à vous attendre. Au reste, ce traitement est une suite de ceux que j'éprouve ici depuis 4 mois. Je vais vous suivre, mais seulement parce que mes ennemis ont la force en main. On l'emmène au manège où il va s'avancer à la barre. Il porte un habit bleu, une redingote de couleur chair. Il a maigri, Louis XVI. Il est toujours très grand, il ne faut pas oublier, un homme d'1,90 m. Il a une barbe de 3 jours. On peut dire qu'à partir de là, c'est un procès et c'est le pire des procès qui commence. Et le roi se montre au fil des auditions plutôt, il se montre parfaitement courtois. C'est Marat lui-même qui écrira ceci, je le cite. Il s'est 100 fois entendu appeler Louis sans montrer la moindre humeur, lui qui n'avait jamais entendu à ses oreilles que le nom de majesté. Il n'a pas montré la moindre impatience tout le temps qu'on l'a tenu debout, lui devant qui aucun homme n'avait autrefois le privilège de s'asseoir. Innocent comme il aurait été grand à mes yeux. Je dis bien que c'est Marat qui écrit ça tout de même. Avant de se retirer, Louis XVI réclame un défenseur. Il rentre au Temple à 18h30 ce soir-là. « J'étais bien éloigné de penser à toutes les questions qui m'ont été faites », dira-t-il à Cléry. On lui octroie 2 avocats. Tronchet, qui accepte sans chaleur, et Target, qui finalement se dérobe, et ce sera Malesherbes qui défendra Louis XVI au final. Du reste, le roi est conscient de ce qui l'attend. « Mon sang coulera pour me punir de n'en avoir jamais versé », dit-il. Le 12 décembre, la Convention se penche sur la question de l'authenticité des documents qui n'ont pas été reconnus par l'accusé. La demande d'expertise est rejetée. C'est toute la question aussi de l'isolement de l'accusé. On va vouloir le couper de tout le monde et d'abord de sa famille. Il faut donc consentir à ce nouveau sacrifice, dit-il. Il est aidé par ses défenseurs. Il se bat pied à pied, mais il se bat sans illusion. Il a pris le pli de dénier toutes sortes d'actes et de lettres qui, à l'évidence, sont de sa main, et on peut dire que ça va peser lourd, évidemment, dans la sentence. On fixe au 26 décembre la dernière comparution et les ultimes plaidoiries. Comment faire des plaidoiries en si peu de temps? Il y a 40 chefs d'accusation, il y a 508 cotes de pièces dont la plupart ne sont même pas classées.
En attendant, la Convention vote le bannissement des ci-devant princes de Bourbon. On ne perd pas de temps. L'un d'eux étant Philippe Égalité, proche des montagnards, on ajourne quand même la décision. À Noël, Louis XVI, très préoccupé, rédige son testament, dont je vous parlerai tout à l'heure. Le 26 décembre, on le ramène à la barre. Dans la voiture, il remarque que le greffier a gardé son chapeau. « La dernière fois que je vous ai vu, monsieur, vous n'aviez pas votre chapeau, dit-il. Je vois que vous avez été plus soigneux aujourd'hui. » C'est De Sèze, vous savez, qui va prononcer les derniers mots de la plaidoirie. C'est devant l'histoire que je m'arrête, dira De Sèze, et c'est elle qui jugera les juges. On assiste à ce moment-là à un véritable divorce entre la Gironde et la montagne. Les débats sont clos le 7 janvier, on renvoie la délibération au 14. Le 15, les conventionnels vont devoir répondre à 3 questions. Premièrement, Louis Capet, ci-devant roi des Français, est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et contre la sûreté générale de l'État? Deuxièmement, le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple? Troisièmement, quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-t-il encouru? Alors à la première question, à 741 voix contre 691, on répond oui. Donc évidemment, il est bien coupable de conspiration. À la deuxième question, le jugement de la Convention sera-t-il soumis à ratification par le peuple? Là, on répond non. Quant à la sentence, eh bien, on commence à voter le mercredi 16 à 10h30 et on ne finira que le 17 dans la soirée. Il y a eu plus de 17 heures de débat. Alors pour le bannissement, se sont exprimées 319 voix. Pour la mort immédiate, 366 voix, ce qui veut dire qu'au final, il y aura seulement 6 voix de majorité pour la mort. Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteraient à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort, a dit le propre cousin du roi, Philippe Égalité. À l'issue des débats, du vote, Vergniaud, le président de l'Assemblée, a dit « Je déclare au nom de la Convention nationale que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est celle de la mort. » Restez à l'écoute d'Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant pour vous parler de la mort de Louis XVI. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Philippe Laurenceau, ancien élève de Paul Giraud de Coursac, auteur des notes de la biographie de Louis XVI de Paul et Pierrette Giraud de Coursac, Louis XVI ou la vraie grandeur, qui sera publiée le 8 mars prochain. Avant de revenir sur toute cette affaire avec Philippe Laurenceau, je voudrais en terminer, si je puis dire, avec la descente aux enfers, avec plutôt la marche au supplice de Louis XVI. C'est Malesherbes, c'est un de ses défenseurs qui a eu la pénible tâche de venir lui annoncer que l'appel avait été rejeté. J'ai vu sa grande âme tout entière, dira Malesherbes, le sang-froid inaltérable avec lequel il a écouté mon récit, la résignation avec laquelle il a fait le sacrifice de sa vie et en même temps sa vive sensibilité sur le malheur de ceux qui sont condamnés à lui survivre, sa reconnaissance pour ceux à qui il croyait en devoir et en même temps son indulgence pour ceux qui ont de grands reproches à se faire. Par la suite, quand Malesherbes voudra revenir au temple, à chaque fois, on les conduira. Alors Louis avait demandé 3 choses, un confesseur, des garanties pour sa famille et son personnel, et puis un sursis à exécution de 3 jours afin de se préparer chrétiennement à mourir. Le confesseur lui a été accordé, ce sera Edgeworth de Firmont, vous savez. Les garanties, les pensions, etc. sont accordées, mais le sursis est refusé, et c'est Garat qui va devoir le lui annoncer. « Grand Dieu, de quelle affreuse commission je me vois chargé, dira-t-il, quel homme, quelle résignation !» Quel courage! Non, la nature toute seule ne saurait donner tant de force. Il y a là quelque chose de surhumain. Alors je vous passe, pour ne pas trop faire pleurer dans les chaumières, sur les adieux avec sa famille, sur l'ultime confession du roi. Et nous nous retrouvons le matin du lundi 21 janvier 1793. André Castelot a décrit cette scène de façon très touchante. Louis tremble un peu, dit-il, mais c'est de froid. La porte s'ouvre, le général Santerre, suivi de commissaires et de gendarmes qu'il range sur 2 rangs, entre bruyamment dans la pièce. « Vous venez me chercher ?» demande le roi. « Oui. »
Je vous demande 1 minute. Il marche rapidement vers la tourelle, vers la petite pièce où il avait laissé son testament. Son confesseur, l'abbé Edgeworth de Firmont, est là. Louis ferme la porte et se jette à genoux. Tout est consommé. Monsieur, donnez-moi votre dernière bénédiction et priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'à la fin. Le condamné prend sur la table son testament, qu'il avait donc écrit le jour de Noël. Il sort de la pièce et va le tendre à l'un des officiers municipaux. « Je vous prie de remettre ceci à la reine, à ma femme, dit-il. » Et la réponse du commissaire: « Nous ne sommes pas venus pour prendre vos commissions, mais pour vous conduire à l'échafaud. » Le roi le regarde 1 seconde, puis il répond: « C'est juste. » Un autre municipal se saisit du message et on commence à descendre l'escalier de pierre au son des tambours. On traverse le jardin hérissé de piques et par 2 fois on voit Louis se retourner vers le donjon sinistre où au 3e étage, derrière les fenêtres, derrière les abat-jours de bois, 2 femmes et 2 enfants guettent et écoutent dans l'angoisse, nous dit André Castelot. À 10h30, les prisonnières entendent au loin des salves d'artillerie. Aussitôt, les tambours de la garde du temple se mettent à battre. La reine, qui sanglotait sur son lit, se lève et vient s'agenouiller devant son fils. Elle le salue maintenant du titre de roi. Et oui, aux yeux de Marie-Antoinette, Louis XVI est mort. Vive le roi Louis XVII. Bonjour Philippe Laurençoux. Bonjour Franck Ferrand. Vous avez travaillé pendant, on peut dire près de 30 ans, avec Paul et Pierrette Giraud de Coursac, qui sont, disons-le, les historiens qui ont en France consacré de loin le plus de temps à la vie et à la mort aussi de Louis XVI. Alors on les a beaucoup critiqués, on a dit qu'ils étaient royalistes, qu'ils n'étaient pas objectifs. Ce que j'ai surtout envie de dire moi, c'est qu'ils ont fait un travail incroyable puisqu'ils sont revenus point par point sur chaque document et qu'ils sont allés dans les archives chercher confirmation de tout ce qui jusqu'alors était souvent des rumeurs et des rumeurs du reste biaisées. Vous avez participé, vous, à ce travail pendant 3 décennies. Bien, en effet, j'ai connu monsieur et madame Giraud de Coursac il y a plus de 30 ans. Monsieur de Coursac était mon professeur de mathématiques et je dois avouer que je n'étais pas très bon, ce qui n'a, voyez-vous, malgré tout pas empêché une relation très amicale entre nous. Et ce qu'il y a de remarquable chez les Giraud de Coursac, c'est leur honnêteté intellectuelle et en même temps leur humilité intellectuelle également. Ils ont voulu construire leurs recherches sur les documents de l'époque. Ne jamais rien affirmer qui ne soit prouvé. Et aussi ne jamais écarter un document qui aurait pu contredire l'idée qu'il se faisait. Parce que chacun d'entre nous, quand on fait quelque chose, on a un but, on a une idée. Les Giraud de Coursac eux-mêmes avaient aussi une idée en tête en commençant cette étude. Qui était de réhabiliter Louis XVI ? Ce n'était pas du tout l'idée de réhabiliter Louis XVI. L'idée d'abord des Coursac était de comprendre la réalité, puisqu'il leur a semblé que personne ne pouvait rassembler en soi-même l'immense quantité de défauts dont on affublait Louis XVI. Et ça leur a semblé tellement impossible, il faut absolument que l'on recherche la vérité, ça n'est pas possible. Et ce qui a toujours animé les Giraud de Coursac, c'est cette recherche de la vérité. Alors ils se sont intéressés au début, c'est-à-dire à l'enfance de Louis XVI, ça a été la thèse de doctorat de madame Giraud de Coursac sur l'éducation de Louis XVI, un domaine qui n'avait jamais été étudié auparavant. Tout à fait neuf. Oui. Tout à fait neuf en effet. Et ensuite, ils ont entrepris de montrer que Louis XVI avait appelé les souverains étrangers à l'aide, et même plus tôt qu'on ne le croyait. Et dans cette idée, en allant consulter les documents, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Que bien Louis des choses XVI avaient été faites même à l'insu de Louis XVI. Mais complètement. Oui. Et qu'en fait, Louis XVI n'avait pas demandé l'aide aux et souverains que étrangers. les réponses que fait donc Louis XVI au cours du procès dont je viens très hâtivement de parler, les réponses sont en grande partie sincères en fait. Il n'y a pas de volonté de dissimulation de la part de l'accusé. Il n'y a aucune volonté de dissimulation de la part de Louis XVI. C'est bien la raison pour laquelle il est, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, si serein. Oui, oui. Quand on a la conscience tranquille, on est serein. Vous avez apporté avec vous, Philippe Laurençoux, des journaux. Alors ils sont tout petits parce qu'à l'époque c'était comme ça. Oui, absolument. La presse n'avait pas le format d'aujourd'hui. Des journaux de l'époque de l'exécution de Louis XVI. Alors j'ai volontairement réservé cette partie de mon récit. J'aimerais que vous nous disiez, vous qui connaissez ça, je pense quasiment mieux que quiconque, comment s'est passée cette exécution. D'abord, précisons que Louis XVI n'a pas été conduit à l'échafaud dans la charrette des condamnés comme le sera malheureusement Marie-Antoinette plus tard, en octobre de la même année. Lui est conduit à l'échafaud
en voiture. Il est conduit à l'échafaud en voiture et pas dans n'importe quelle voiture, puisqu'il s'agit de la voiture du maire de Paris, Chambon. Et Chambon fait partie de ces gens innombrables qui ont été, je dirais, convertis au contact de Louis XVI. Et pour lui, cette conversion se manifestera par le désir de faire quand même un petit quelque chose. Et c'est lui qui obtient que Louis XVI ne soit pas conduit à l'échafaud dans la charrette, mais dans sa propre voiture, qui, je crois, est de couleur verte, et il ne l'accompagnera pas personnellement, bien que certains récits de l'époque le disent, mais il prête sa voiture, en effet, qui part de la prison du Temple, qui sort rue du Temple en ce matin du 21 janvier, un matin très froid. Il a plu, il a neigé avant, les rues sont encore encombrées de neige, il y a un brouillard. C'est vraiment, je dirais, un temps de circonstance. C'est un temps un peu comme celui d'aujourd'hui d'ailleurs. On est la veille, nous, du 21 janvier. On a toujours à la mémoire, évidemment, l'histoire des tambours de Santerre, de ce discours avorté du roi. Nous revenons sur tout ça dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à la mort de Louis XVI. Si vous souhaitez réagir, faites-le. Vous êtes les bienvenus sur le site europe1.fr, Franck. Louis XVI est donc conduit le 21 janvier, au petit matin du 21 janvier 1793, c'était un lundi, sur la nouvelle place de la Révolution, que nous appelons nous maintenant la place de la Concorde. Et il est donc conduit, nous l'avons dit, dans la voiture du maire de Paris. Absolument. Et il avait dans l'intention de faire un discours à la foule qui est assemblée là, qui est assez silencieuse d'ailleurs. Mais il avait l'intention, en effet, de s'exprimer parce que Louis XVI a toujours été attentif à son peuple. Depuis le début, il a toujours cherché à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible entre lui et le peuple. Il s'est toujours refusé à faire couler le sang du peuple, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Toujours. Au moment de Varennes, par exemple, il lui était relativement facile de donner ordre aux hussards de protéger sa fuite, et il ne le fait pas, il refuse jusqu'au dernier moment. Oui, l'épisode de Varennes est un petit peu plus complexe, mais disons que Louis XVI n'a pas la notion, je dirais, post-révolutionnaire ou bonapartiste des choses. Pour lui, le sang des Français est infiniment précieux et il n'a aucunement le droit de le verser. Il en a d'ailleurs fait le serment au moment de son sacre, comme tous les rois de France. Et vous voyez, il y a un détail intéressant. Lorsqu'il est sacré roi de France, il s'avance donc, et sur le parcours, sur les rues de Reims, normalement, l'étiquette voulait qu'on les tapisse de draps, de tapis, de tapisserie, etc. Et Louis XVI a demandé qu'il n'en soit rien fait, de façon à ce que les Français puissent le voir. Même chose lorsqu'il ira à Cherbourg en 1786, il fera enlever le dais qui est au-dessus de son trône sur la barque qui avance sur la Seine pour que les Français puissent le voir. Le seul souci de Louis XVI, ce n'est pas la monarchie, c'est les Français. C'est la seule chose qui compte à ses yeux. Et dans les messages dont vous parlez très précisément, les messages s'adressent aux Français. Et ils ne pensent qu'aux Français. Aux Français du 21 janvier 1793 et aux Français de tous les temps, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain également. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Il y a évidemment une atmosphère très religieuse. On peut dire que Louis XVI est allé à la mort en personne très pieuse, avant tout, en chrétien. Mais c'est tellement fondamental que le bourreau Samson se sentira obligé de faire un rectificatif dans la revue, le journal de l'époque, le Thermomètre du jour, concernant le compte-rendu de l'exécution. Là où certains on dit que le roi avait eu peur, enfin, etc., et qu'il n'avait manqué de courage, le bourreau Samson écrira « Il faut un certain courage ». En février 1793, pour vouloir rétablir la vérité sur Louis XVI, oui. en disant... Il faut vraiment être le bourreau soi-même. Mais, oui, si l'on veut. Et Samson dira, mais ce n'est absolument pas le cas. Louis XVI a eu un courage et une fermeté qui nous a tous étonnés.
Et je suis persuadé que c'est dans les principes de la foi chrétienne, dont il était plus persuadé que quiconque, qu'il avait puisé cette force. Mais on peut ajouter que cette force, il l'a puisée dans sa foi chrétienne depuis le début. Oui, c'est ça, c'est un souverain particulièrement religieux. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Et c'est donc fait double à la tour du Temple. Ça a été écrit, ce testament de Louis XVI. Alors c'est pas le testament politique dont je parlais tout à l'heure, c'est le testament réel de Louis XVI. Absolument. Ça a été fait le jour de Noël, le 25 décembre 1792, quelques jours donc avant son exécution. Absolument. Alors il monte sur l'échafaud, il veut s'adresser à la foule et à ce moment-là, Santerre, qui dirige la garde nationale, fait donner les tambours. C'est-à-dire que les tambours l'ont accompagné déjà tout le long. On imagine mal cette... Peut-être entendre les tambours de Santerre. Ils arrivent. Voilà, ce serait... On imagine peut-être pas très bien, mais Louis XVI est sorti du Temple, il est remonté à la rue du Temple, il a pris tous les boulevards que nous connaissons encore, le boulevard Poissonnière, Bonne Nouvelle, etc. Il est arrivé à la place de la Concorde par la rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Royale. Il est entre des haies de soldats, précédé d'une centaine de soldats, suivi d'une centaine d'autres et d'un régiment en plus. Et tout le temps, les tambours battent. Et lorsqu'il arrive, en effet, les tambours battent. Et ce que je trouvais assez extraordinaire, c'est que Louis XVI, monté sur l'échafaud, s'avance sur le devant et qu'il impose le silence aux tambours. C'est une chose dont on ne parle pas beaucoup. C'est la prestance de Louis XVI. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, comme on dirait aujourd'hui, en imposait. Il y avait un malaise sur la place au moment de l'exécution, au moment où le couperet de la guillotine tombe. Alors je ne sais pas ce que vous entendez par malaise, mais en tout cas la place était peuplée de soldats, de fédérés, brestois, marseillais, donc il y avait une certaine animosité, je dirais, sur cette place, qui était bien gardée, toutes les issues tout le long du chemin étaient gardées également. La jeune République avait absolument voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident, et mis à part une petite intervention du baron de Batz, il n'y a pas eu d'incident. Vous parliez du sacre à l'instant et des serments que fait un roi de France au moment de son sacre à Reims. En l'occurrence, on peut voir cette cérémonie de la mise à mort du roi après un procès dans les formes, cette cérémonie comme une sorte d'anti-sacre. On peut, je pense. Désacre, oui, si c'est-à-dire que c'est un petit peu cela, parce qu'il y a toute une mise en scène qui est quand même impressionnante. Il y a aussi cette espèce de chose abominable qu'ont fait certains révolutionnaires après que la tête eût été coupée, à savoir de tremper leur mouchoir dans le sang, d'asperger le peuple de sang, ce qui a une sorte de rapport un peu affreux en l'occurrence, mais avec le baptême, comme si c'était un contre-baptême. Donc il y a une volonté dans cette mise à mort de Louis XVI, non pas simplement de tuer un homme, mais de tuer un chef d'État d'un État chrétien, en fait, d'un État confessionnel. C'est vraiment ça le fond de l'affaire. Que disent les journaux que vous nous avez apportés? Comment relatent-ils l'événement? Alors, les journaux que j'ai apportés ne sont pas des journaux favorables. Ce sont la Révolution de Paris, c'est un journal jacobin qui est profondément haineux vis-à-vis de Louis XVI. Or, le compte-rendu qu'il donne de l'exécution est très simple. Il parle de la fermeté de Louis XVI. Il a ôté lui-même son gilet. Il a voulu parler. Il est monté avec courage. Le Courrier français, qui du 22 janvier, le dit lui-même également. On est en train de faire du dépouillement en direct. Voilà, si vous voulez. Vous êtes en train de lire dans les journaux d'époque. Le roi est monté à l'échafaud avec courage. Alors, on est un peu surpris quand on voit ces documents de l'époque publiés sur le moment par des gens qui ne sont pas favorables à Louis XVI, de lire ensuite le compte-rendu qu'en fera l'abbé Edgeworth de Firmont, qui était pourtant celui qui était à côté de lui, qui soulignera, qui dira, déjà au départ du temple, le roi avait l'air de manquer de courage, et puis en montant à l'échafaud, il a fallu que je l'aide à monter parce que il risquait j'avais peur qu'il ne perde courage. Il est évident qu'entre le moment où Edgeworth écrit ses mémoires et le 21 juillet 93, il s'est passé quelques années au cours desquelles il a essayé d'obtenir une pension de Louis XVIII. Donc il essaie de se donner le beau rôle. Il essaie, si ce n'est de se donner le beau rôle, tout au moins de ne pas souligner
ce qu'était Louis XVI, qui était le contraire de ce qu'est Louis XVIII. Il est plus intéressant effectivement d'aller lire dans les journaux républicains farouchement opposés à Louis XVI ce qu'ils peuvent dire le jour même de l'exécution que d'aller chercher effectivement dans les mémoires d'un confesseur qui a besoin de se faire valoir, disons-le. Oui, d'autant qu'essayez d'imaginer la scène. Le roi monte à l'échafaud, qui est quand même assez haut, c'est à 2 mètres de haut, sur une échelle de meunier, donc c'est quand même très étroit, les bras liés dans le dos. On a du mal à imaginer qu'il puisse s'appuyer sur le bras. Non, mais comment voulez-vous qu'il puisse s'appuyer sur le bras de quiconque en montant à l'échafaud? Matériellement, ça n'est pas possible. Philippe Laurenceau, vous avez rédigé les notes de la biographie de Louis XVI que Paul et Pierrette Giraud de Coursac ont finalement tiré de tous leurs travaux. Paul Giraud de Coursac n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il est mort en 2001, oui. Ça s'appelle Louis XVI ou la vraie grandeur et ce sera publié le 8 mars prochain aux éditions François-Xavier de Guibert. Donc le 8 mars prochain, cette grande biographie, j'ai envie de dire définitive de Louis XVI par Paul et Pierrette Giraud de Coursac, qui ont eux aussi, et j'ai été témoin de ça autrefois, été tellement vilipendés alors qu'ils ont fait un travail magnifique. Et puis je vous cite, puisque j'ai 2 secondes pour le faire, 2 ouvrages qui paraissent alors non pas sur Louis XVI mais sur sa fille, sur la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, cette pauvre Madame Royale qui a vécu une vie tellement dure à tout point de vue. D'abord le journal de Madame Royale, Marie-Thérèse Charlotte de France, dernier jour à la prison du Temple, journal de la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette avec une préface de Louis de Bourbon aux éditions Jacob du Vernet. Et puis bientôt, ça sortira je crois le 9 février, voilà. Le 9 février, d'Hélène Becquet, Marie-Thérèse de France, l'orpheline du Temple. Ça, ce sera publié chez Perrin. Merci beaucoup de nous avoir fait revivre ce grand moment de l'histoire de France. Je vous en prie, merci.